Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler d'Asselineau. Asselineau, en ce moment, on en parle pas mal parce que je trouve que c'est le seul aujourd'hui qui a une ligne, je dirais, encore politique, politicienne, réaliste et terre à terre surtout. Vous savez que c'est le porteur des idées frexitiennes, hein. C'est celui qui veut vraiment une totale indépendance française qui ne dépend plus de l'Union européenne, des décisions bruxelloises et de Washington. Et donc là, ce soir, il a été donc invité, enfin hier soir, il a été invité chez TV Liberté, à Bistro Liberté, présenté par Éric Morillo, qui a aussi sa chaîne Les Incorrectibles, sur laquelle il a reçu récemment Marc-Édouard Nab, par exemple, le Jarl, hein, notamment. Voilà, bon, effectivement, il n'invite pas les plus intelligents, mais bon, pas de mépris, pas de snobisme. Euh, et donc là, Asselineau, dans cette vidéo, dans ce Bistro Liberté, qui dure 2 heures quand même, on va pas se mater les 2 heures bien évidemment, on va se mater un petit extrait comme d'habitude. Dans cette vidéo, quelque chose de très intéressant puisque Asselineau dit les 4 vérités sur Marine Le Pen et fait des révélations sur Marine Le Pen et son inéligibilité. Vous allez vous rendre compte que effectivement, Asselineau n'a pas le même avis que tout le monde. Certains se disent que la décision concernant Marine Le Pen est injuste, qu'elle ne respecte pas la démocratie, etc. etc. Asselineau n'est pas de cet avis-là. Certains disent qu'effectivement il est un petit peu trop rancunier, qu'il a peut-être trop un petit peu de rancune envers Marine parce que Marine l'a un petit peu balayé du revers de la main, tout comme la plupart des politiciens ne donnent pas suffisamment de temps de parole à Asselineau ou suffisamment d'importance. D'autres disent qu'Asselineau est assez réaliste et que justement son discours envers Marine Le Pen et notamment certains politiciens, c'est entièrement mérité. Ils ont la monnaie de leur pièce, disons. Donc on va voir ça évidemment dans cette vidéo. Avant tout, chers amis, mettez en commentaire est-ce que vous êtes pour le Frexit? Et est-ce que vous pensez qu'Asselineau un jour aura la présidence ou du moins aura un poste à responsabilité en France? Peut-il même peut-être sauver le sort de la France? Je vous attends dans l'espace commentaire. Je répondrai aux commentaires les plus pertinents, chers amis. Mettez un like, abonnez-vous, ceux qui ne sont pas abonnés et ceux qui sont déjà abonnés, bien évidemment. Vous connaissez la chanson, mettez la cloche pour être sûr d'avoir toutes les notifications d'actualité. Et dès qu'il y a une actu qui vous plaît, vous cliquez dessus et vous regardez les vidéos. Voilà, je pense avoir tout dit. On va se regarder ça. C'est parti! Alors, le 31 mars dernier, Marine Le Pen était donc condamnée à 5 ans d'inéligibilité, à 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet électronique. Depuis, cette dernière a fait appel, mais ce recours ne suspend pas l'inéligibilité, la condamnation de Marine Le Pen. Est-ce qu'elle est une décision judiciaire impartiale ou une manœuvre politique? François Asselineau, quelle est votre première réaction? Et puis, ce sera intéressant d'avoir en effet aussi l'avis que je pense tout à fait objectif de Frédéric Pierrevos juste après. Chacun a son opinion sur cette question, il me semble. Comment vous avez réagi? Moi, j'aime bien toujours prendre un petit peu de temps et puis regarder les faits, voilà, les incriminations. Parce qu'en fait, c'est un vieux débat. En fait, ça fait 10 ans qu'il y avait de ces poursuites qui avaient été lancées. Et d'ailleurs, pas par la France, mais en fait par le président du Parlement européen. C'est là le fait générateur d'origine. Donc il y a eu des investigations qui ont été faites. Et Madame Le Pen a été condamnée, mais il y a eu 24 personnes, je crois, 25 personnes qui ont été condamnées. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il y en a 13 sur les 25 qui ont fait appel, mais il y en a 12 qui n'ont pas fait appel. Donc 12 qui n'ont pas fait appel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'a priori... ça m'a un peu surpris, d'ailleurs, je demanderai à l'avocat du RN, c'est comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu une seule prise de position? Ça aurait été assez logique que les 25 fassent appel. Enfin, je sais pas. C'est une vraie question. C'est vrai que c'est assez louche déjà en première. Désolé pour la petite pause, hein, mais c'est vrai que c'est assez louche déjà. Effectivement, sur les 25 soi-disant condamnés, seulement la moitié ont fait appel. C'est assez louche. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le reste avoue, mais ça veut dire que les autres, disons que ça les discrédite s'ils font appel, puisque si tout le monde ne fait pas appel, si certains ne font pas appel, c'est qu'ils acceptent la décision de justice, et s'ils acceptent la décision de justice, c'est qu'ils sont bel et bien reconnus coupables. Donc pourquoi une moitié serait coupable et une moitié ne le serait pas? Là déjà, c'est un premier hic dans l'histoire du procès Le Pen, hein. Ça, Frédéric Pierrevos. Allez, entrez, ça commence bien, je sens. Ça commence bien. Alors, je suis plus l'avocat du Rassemblement national, je l'ai été pour les questions de droit électoral. Maintenant, vous êtes C'est un député. sujet de droit pénal, je suis plutôt publiciste. Donc, mais enfin bon, je me suis quand même intéressé au sujet. Ce que je crois, c'est que ceux qui n'ont pas fait appel, j'ai pas regardé cet aspect des choses, sont ceux qui n'ont pas de mandat ou qui n'en ont plus.
Et donc, ce pauvre Jean-François Jalc qui est toujours donc entre la vie et la mort. Donc, ceux qui n'ont pas eu besoin de faire appel sont ceux qui n'ont pas eu une grosse condamnation au premier tour et qui n'ont pas d'intérêt à aller faire appel parce que justement, ils n'ont pas à briguer un nouveau mandat ou ils ne sont plus concernés par une inéligibilité provisoire parce que justement, n'étant qu'un personnel politique à l'époque, n'étant pas devenu député entre-temps. Oui, enfin, il n'y a pas eu que des inéligibilités. D'ailleurs, Louis Alliot n'a pas été condamné à inéligibilité. Exactement. Et oui. il fait appel quand même. Oui. Donc, ce qui prouve bien que le jugement est tordu. Oui, l'explication n'est pas très convaincante. Surtout qu'il y a eu des condamnations avec des peines pécuniaires aussi, donc on aurait pu concevoir. Enfin bon. Bon, en tout cas, Marine Le Pen, c'est le fait le plus marquant. Qu'elle puisse être éventuellement empêchée de participer, d'être candidate à l'élection présidentielle de 2027, vous, le démocrate que vous êtes, François Asselineau, ça doit vous choquer quand même. Écoutez, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, moi je serais davantage choqué si les gens s'indignaient du fait que à l'Assemblée nationale, il y a 0 député en faveur de la sortie de l'Union européenne. Ouais, c'est vrai. On sait, d'après tous les sondages, qu'il y a au moins 35 à 40% des Français qui voudraient sortir de l'Union européenne. Je dis pas forcément majoritaire, mais c'est pas 0%. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on appelle la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, normalement, c'est censé représenter la vie majoritaire et notamment la vie du peuple. Comme il le dit, quand il y a 30 à 40% des gens qui veulent un Frexit ou qui ont pour en tout cas idée effectivement de peut-être vouloir un petit peu moins de dépendance à l'UE, à Bruxelles, à Washington, etc., c'est étonnant de voir qu'à l'Assemblée nationale, il y en a 0. C'est étonnant de voir que dans les dernières élections présidentielles, il y avait hormis Asselineau, et encore Asselineau avait été assez embêté dans la dernière présidentielle, il n'y avait aucun candidat qui disait ouvertement qu'il était pour le Frexit. D'ailleurs, le débat du Frexit n'a même pas été posé sur la table. Le débat du Frexit, de la sortie de l'UE, etc. n'est même pas posé sur la table. Et aujourd'hui, aucun pays dans l'UE, avec des soi-disant politiciens nationalistes ou politiciens un petit peu, disons, d'une certaine droite, comme Meloni, comme même le cas de Georgescu, par exemple. Toutes ces têtes-là, un petit peu, ces nouvelles têtes qui sont un petit peu des têtes, certains les appellent les faves. Bon, moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, les faves, on ne peut pas dire le mot, vous avez compris. C'est vrai que c'est assez énervant de se dire que, voilà, effectivement, il y a énormément de gens. On ne se rend pas compte que le Frexit est même simplement un État, une France indépendante finalement, indépendante ou un minima indépendante. Ce genre de sujet n'est pas traité, Et ça, c'est alarmant. Et quand on voit qu'en plus le succès Asselineau, pas loin de 500 000 abonnés, des millions de vues par mois sur sa chaîne YouTube, beaucoup d'adhérents, pareil pour Philippot. Si on réunit Philippot et Asselineau, et même globalement toute une partie politique, disons, populaire, populiste, gilet jaune, la plupart sont pour le RIC, sont pour la sortie de l'UE, etc., etc. Donc c'est quand même étonnant aujourd'hui qu'on n'ait aucun politicien qui traite de la question. Et évidemment, si on traite de la question d'indépendance va faire certainement, je pense, va énerver, disons, les teneurs de la dette, les teneurs financiers, les lobbies, etc., qui ont besoin justement d'une dépendance totale des nations à ce qu'on peut appeler l'Union européenne, à l'Europe, et même d'ailleurs, on voit que même les identitaires ne parlent plus de la France, ils disent pas « je suis fier d'être français », ils disent « je suis fier d'être européen ». Rochdy et compagnie, là, toute cette ancienne néo-droite qui s'est reconverti dans l'identitarisme, nous parle maintenant de peuple européen. Conversano, pareil, c'est l'européen. C'est que même eux se sont fait avoir dans le jeu de l'UE et du mondialisme. Pour moi, c'est un frein. Pour moi, en réalité, c'est un frein. Notre politique, elle devrait être comme celle de la Russie. On met une énorme taxation sur les grosses entreprises et industries étrangères, et soit elles acceptent, soit on les dégage et on renationalise nos industries et Je prends un exemple de Uber Eats, par exemple, qui marche super bien. On devrait créer un Uber Eats français ou reprendre Uber Eats en le francisant. Tout simplement. Bon, c'est peut-être infaisable, c'est peut-être malhonnête, immoral, je ne sais pas. Mais je trouve ça toujours mieux quitte à faire du fric et quitte à se mondialiser, autant se mondialiser par des franchises françaises et par des filières françaises. Évitons de se mondialiser en étant dépendant d'un autre État qui n'est pas le nôtre, qui n'a pas la même politique que nous, qui n'a pas les mêmes idéaux que nous, qui n'a pas les mêmes valeurs que nous, etc., etc. Pour moi, ça paraît simple. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si jamais.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les médias, systématiquement, je ne parle pas de TV Liberté, je parle des médias mainstream, donnent la parole à des faux opposants qui ne veulent pas sortir de l'UE, de l'euro et de l'OTAN. Voilà, et j'ai eu l'occasion, et j'ai toujours l'occasion de le vérifier. Donc, si vous voulez, quand on me dit c'est une grande atteinte à la démocratie, je dis, il y a bien pire comme atteinte à la démocratie. Voilà ce que je dis. Et puis, par ailleurs, écoutez, Madame Le Pen, elle a déjà été 3 fois candidate, et puis j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens au RN qui se verraient bien candidats à sa place. Jordan Bardella. Par exemple, je ne sais pas, mais il y en a d'autres. Voilà, donc moi je ne sais. C'est passé dans les affaires. Je vais vous dire, fondamentalement, il y a des choses tellement plus graves dans la situation actuelle de la France que ça me paraît un peu un épiphénomène, cette histoire. Pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas du reste. Voilà ce que je dis. Enfin, pardon, là c'est vrai que sur un plan d'observateur, journaliste que je suis, c'est vrai que si aujourd'hui une candidate qui est quand même, d'après tous les sondages, largement en tête, puisse pas être candidate alors que la volonté populaire est qu'elle le soit, ça poserait quand même, vous qui êtes justement toujours sensible à ces questions de légitimité, de démocratie, ça devrait quand même vous interpeller, comme non, vous lui manifestez pas un soutien officiellement. Non, mais public. attendez, quand vous entrez dans le vif du sujet, quand même, il y a quand même des choses incroyables, quand même, qui ont été, dans les incriminations qui ont été faites à la fois par le parquet et puis par les juges d'instruction. C'est une vraie question, non, donc il y a quand même des documents, il y a quand même, je sais pas moi. Qui a été trafiqué par l'Union européenne. C'est possible. Vous savez aussi bien que moi. Donc, non, je ne sais pas, je ne connais pas. Moi, ce que je sais, c'est... Il y a quand même 3 choses importantes à voir dans le dossier. Au moment de ce qu'on appelle les chefs d'accusation, et sur la période de commission des faits. D'accord ? Donc la loi Sapin 2 n'est pas applicable à ce moment-là. Ils ont trouvé le moyen dans le jugement de faire rétroagir la loi Sapin 2. La loi pénale plus douce est rétroactive expressément, mais la loi pénale plus sévère ne l'est pas. Parce que sinon, le type qui a eu la malchance d'être condamné à mort avant l'arrivée de Mitterrand, fatalement, il aurait dû être découpé en 2, alors que Badinter avait fait son discours. Donc voilà, ça, il y a ça. Il y a le deuxième aspect, c'est que l'Union européenne, donc M. Schulz et Mme Taubira, pour pas les nommer, on fait des faux, on le sait, ça a été dit, ça a été vu pendant l'audience. Il y a eu des choses qui ont été bidouillées par l'Union européenne. Et puis la dernière chose, c'est que vous vous retrouvez avec une question de fond qui n'a pas été traitée complètement par les médias, qui était justement de savoir qu'est-ce que c'est qu'un assistant parlementaire. Le statut des assistants parlementaires, ça n'existe que depuis la Ve République, sauf erreur de ma part. Auparavant, le député, il se débrouillait un peu comme il voulait, avec sa propre enveloppe, il avait une secrétaire. C'est intéressant de savoir l'opinion là-dessus, parce que François Asselineau, vous êtes un fin connaisseur des textes. Finalement, qu'est-ce que... moi, je suis un fin connaisseur des textes, mais je ne connais pas toutes les pièces qui ont été examinées dans ce dossier. D'ailleurs, vous m'embarrassez, j'ai pas spécialement envie de parler de toutes ces affaires. Non, mais après, il y a des choses assez louches. En fait, il faut être assez rationnel sur cette question-là. Je pense que effectivement, Marine Le Pen, elle est dans une affaire. Bon, elle a fauté. Mais j'ai envie de dire, il y a tellement de gens qui ont fauté. Là, pareil, j'ai entendu dire que Yael Braun-Pivet, là, pareil, était dans une affaire où elle avait couvert des fonds de Total qui s'élèvent à plusieurs centaines de milliers d'euros, comme ça. Voilà. Elle avait couvert des fonds. Ah, mais j'ai oublié de... Bon, ok. Quand on regarde la liste, pareil, des gens sous la Macronie qui ont été relaxés, c'est juste dingue. Étrangement, on voit que pour les gens de droite, dès que c'est des gens de droite, effectivement, il y a un petit peu moins de douceur juridique, j'ai envie de dire. C'est marrant, hein. Là, ils sont un petit peu plus sévères. Et quand on apprend surtout que parmi une des juges qui a jugé l'affaire Le Pen, il y en a une qui a revendiqué clairement être une grande fan de Eva Joly et qui a été grandement inspirée par elle politiquement. Bon, Eva Joly, c'est pas le retour des bottes, quoi, Eva Joly. Hein. Donc déjà, ça, c'est louche, parce qu'une juge, effectivement, une juge qui juge Madame Le Pen, alors elle a le droit d'avoir ses idées, mais pareil, n'est-ce pas politique finalement? Est-ce que le jugement de cette affaire n'est pas politique? Quand même, c'est bizarre de rendre une personne inéligible à 1 an et demi des présidentielles, oui, à 2 ans et demi, alors qu'en plus, on sait que, effectivement, comme il le dit, Morillo, Marine Le Pen est une des favorites finalement en France. Pareil, je le disais hier dans ma vidéo d'hier, je crois que c'était à propos de Lalanne ou quelque chose comme ça, ou Palmade, ou je ne sais plus. C'est marrant de voir que Marine Le Pen, qui est une femme déjà, une femme, qui est à la tête du Parti de France,
avec certainement donc le plus favorable, avec le plus d'électeurs, etc., etc., là, évidemment, on ne voit aucune femme se scandaliser de dire, regardez, c'est une femme, on l'empêche d'exercer, c'est une pression politique. Il n'y a personne, hein. Je veux dire, donc là, c'est les femmes, c'est les premières à dire oui, mais les femmes, si elles sont pas premières dans l'art, c'est parce on les a empêchées de faire de l'art. Ou oui, elles ont longtemps eu du mal en politique parce qu'on les a empêchées de faire de la politique. Ou oui, elles ont du retard dans le sport parce qu'on les a empêchées de faire du sport. Ouais, mais là, actuellement, dans le siècle progressiste dans lequel nous sommes, aujourd'hui, on interdit Madame Le Pen, qui est une femme, de faire de la politique. Et en plus de ça, une femme, la femme politique, certainement la plus influente en France. Et j'ai même envie de dire en Europe, parce qu'il y a quand même Poutine qui lui a apporté son soutien, Andrew Tate, je crois même qu'il y a des proches de Trump qui ont apporté leur soutien à Madame Le Pen, donc c'est pas rien. Et là, bizarrement, aucune femme, aucun média ne parle du fait qu'effectivement, on empêche encore une fois une femme, tu vois, ça c'est assez marrant. Donc finalement, c'est un petit peu quand ils veulent, quoi. C'est-à-dire quand c'est une femme de gauche, progressiste, qui se voit interdire quelque chose, bah là évidemment c'est oh là là regardez, on brime la femme, etc., etc. Puis quand c'est Marine Le Pen, comme c'est une fasciste, bah non mais c'est pas grave, c'est pas une femme, c'est une raciste, etc. Donc c'est très bien qu'elle soit interdite ou inéligible ou je sais pas. Moi je suis rationnel, que ce soit de gauche, de droite ou quoi que ce soit, peu importe les idées. Effectivement, on empêche quelqu'un d'exercer le pouvoir démocratique, etc., etc. Bah, oui, effectivement, je m'en scandalise, peu importe le parti politique. Parce qu'aujourd'hui, c'est Marine Le Pen, mais demain, ce sera nous. Demain, ce sera nous. Demain, ce sera nous. Bien évidemment. Aujourd'hui, c'est Marine Le Pen qui a le premier parti de France, mais demain, ce sera certainement des petites têtes politiques, des petites têtes influentes, et après, ce sera les gens de la plèbe comme nous, les gens du peuple, qui possèdent des petites chaînes YouTube, des petits réseaux sociaux, etc., qui essayons de dire notre avis tant bien que mal. Mais voilà, je vous le dis. Aujourd'hui, c'est Marine, demain, ce sera nous. C'est évident, c'est évident. Donc, dans toute cette histoire, effectivement, je peux comprendre Asselineau qui en veut un petit peu à Marine, parce que Marine, effectivement, c'est complètement dans sa phase de dédiabolisation du RN. En reniant l'image du père, a décidé par la suite, évidemment, donc de continuer sa dédiabolisation, donc en se soumettant à la politique sioniste, à l'Ukraine, etc., etc., en reniant les véritables valeurs nationalistes et souveraines, en reniant la question du Frexit, de la sortie de l'UE, de la sortie de l'euro, etc., etc. Et ça a marché parce qu'effectivement, elle est de plus en plus populaire. Mais aujourd'hui, on voit que maintenant qu'elle est populaire, maintenant, disons qu'elle était sur la route et maintenant, il y a un arbre qui lui est tombé dessus, qui lui barre la route. Et maintenant, elle se plaint et elle se retourne vers les gens à qui elle a tourné le dos, ceux qui étaient anti-eux, anti-euro, anti-OTAN, etc. Elle revient vers eux en disant, bah regardez, j'ai besoin d'aide, on m'empêche. Bah oui, mais attends, tu nous as tourné le dos, Marine. Tu nous as tourné le dos. Tu as tourné le dos à ton père, tu as tourné le dos à certaines personnes proches, à tes plus fidèles électeurs et je dirais tes plus fidèles de ton parti politique. Faut pas t'étonner aujourd'hui que nous, notamment Asselineau, ne soit pas ému de ton sort. C'est évident. C'est évident. C'est très compliqué cette histoire-là, hein, parce qu'en plus, effectivement, c'est bizarre cette histoire de la moitié qui font pas appel. Effectivement, si elle est coupable, quoi. Je veux dire. Bon. Mais bon, comme vous le savez, comme je l'ai déjà expliqué avec l'histoire de Dieudo, c'est pareil, hein. Il a un bracelet électronique, c'est pas pour ses idées, c'est parce qu'il a fait de la fraude fiscale. Mais en réalité, on est en démocratie, on est dans une fausse démocratie. Donc le pouvoir se dit, je ne peux pas vous interdire d'exercer ce que vous faites à cause de vos idées, donc je vais vous emmerder sur autre chose. Donc on va piquer autre part. Tiens, t'as une bagnole non déclarée, ou tiens, t'as pas d'assurance, ou t'as un tableau chez toi qui est pas déclaré, ou alors t'as fait ceci, t'as fait cela. Ils vont te piquer, ils vont t'emmerder sur la moindre chose. Mais finalement, c'est de la persécution politique, parce que finalement, on ne peut pas t'arrêter sur tes idées, donc on t'arrête sur la forme. On ne peut pas t'arrêter sur le fond, donc on t'arrête sur la forme. Comme Hervé Ryssen, il a été enfermé en prison pour une couverture de livre. Mais effectivement, ce qui dérangeait, c'était ce qu'il disait dans le livre. Notamment ses livres, La psychanalyse du judaïsme, Les milliards d'Israël, etc. Il a tapé fort, très très fort. Et comme tout ce qu'il dit est sourcé, bon bah le pouvoir profond est malin. Bon bah tant pis, on va l'attaquer sur quoi? Sur une couverture de livre. La couverture de livre où il y a un mec avec le nez un peu tordu. Donc c'est considéré comme antisémite et donc etc. etc. Vous imaginez le vice? Ben voilà, c'est tout simple. Donc si vous n'êtes pas capable de voir que derrière les persécutions que subissent des politiques, des personnes influentes, etc., ou même des résistants politiques, on ne les attaque jamais sur leur idée mais sur la forme,
C'est une forme de persécution politique, finalement. Si vous n'êtes pas capable de voir ça, pour moi, vous êtes pas dans le bon camp. Vous n'êtes pas dans le bon camp. Moi, si vous voulez, ce que je vois, c'est qu'il y a sans doute des problèmes de définition, un attaché parlementaire, un assistant parlementaire, etc. Si vous me laissez finir, je pourrais vous expliquer justement ce qui me permettra de vous éclairer. Alors, on termine là-dessus. On termine, je répondrai. Alors. Okay. Bon, alors, donc, le problème de fond, c'est le rôle de l'assistant parlementaire avec son député. Quand vous êtes député national, ce qui est mon cas, j'ai une équipe en circonscription et j'ai une équipe à Paris. Bon, les deux équipes se parlent, bien évidemment. Et il n'y a pas d'interdit pour que l'attaché parlementaire parisien aille à Crépy-en-Valois passer une après-midi pour tel ou tel problème, et inversement. Le problème de l'Union européenne, c'est qu'elle a une vision de l'attaché parlementaire comme étant finalement une sécularisation du personnel politique qui devient un personnel administratif, avec justement une sorte d'interdiction permanente de s'occuper de politique nationale. Alors, le député européen, fatalement, il a une circonscription unique, qui est la France, et puis fatalement un territoire qui est un peu plus donné, et il donne des instructions à son attaché parlementaire. Il est là pour ça. Et l'attaché parlementaire, s'il est payé, c'est bien pour ça. C'est pas pour apporter un vase tous les lundis et apporter le café tous les matins. Il a un rôle politique. Alors, écoutez, parce qu'il a un tégument. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que dans ceux qui n'ont pas été condamnés, ce sont ceux qui avaient découpé le contrat de travail de leur attaché parlementaire pour dire qu'il était embauché à mi-temps et que sur l'autre partie du mi-temps, il avait une fonction politique qui était rémunérée autre part autrement. Voilà. Et donc, mais le rôle d'un député qui est un homme politique ou une femme politique comme un autre, il est quand même bien d'avoir une action politique de terrain. Et l'action politique de terrain, elle se fait par l'expression de l'attaché parlementaire qui est le tégument de tout cela. François Asselineau. Et puis, je vous demanderai à tous quand même de réagir. Oui, chacun peut avoir son opinion. Vous prenez des exemples, on peut en prendre d'autres. J'ai vu circuler dans la presse le majordome de Jean-Marie Le Pen, qui paraît-il aurait gagné 9 000 € par mois pendant des années. Ça n'a aucun rapport avec les fonds européens. Il semble qu'il y ait plusieurs personnes de la famille de Madame Le Pen elle-même qui ont touché des fonds européens alors qu'il n'y avait pas de service fait. Donc, moi, j'ai quand même un peu la conviction, je ne sais pas, j'ai quand même un peu la conviction que les juges, sur une affaire aussi sensible que celle-là, ils ont quand même regardé ça à la loupe. Ça a d'ailleurs duré des plus années. Qu'avec Bayrou, hein. Oui, alors ça c'est autre chose, parce que là où il y a quelque chose qui effectivement... Je crois que tout ça choque l'opinion publique. Ce qui choque l'opinion publique, la première chose, c'est quand même cette atmosphère. Vous savez, on a l'impression d'être Calixte III. Vous savez qui était Calixte III? Le pape en 1455. C'est lui qui a inventé le népotisme. Voilà. Il était de la famille Borgia, il a poussé ensuite son neveu Alexandre Borgia, et après on a eu, dans la papauté, on a eu que des neveux. Très belle famille, voilà, donc il y a eu des neveux et nièces, et on a l'impression que les neveux et nièces, ça recommence avec Monsieur Bardella d'ailleurs, neveu par alliance, on a l'impression que c'est une famille princière avec des neveux et des nièces qui se refusent de domestiquer. Ça choque les Français. Il y a deuxièmement quelque chose qui choque les Français, c'est les montants qui sont en jeu. Oui. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que ce qui choque les Français, c'est le sentiment de deux poids, deux mesures, parce que ce qui n'est pas normal, c'est que moi, mon avis personnel, c'est un avis de béotien, je pense, il y a quand même des choses qui étaient coupables chez Madame Le Pen et chez un certain nombre de ces... Mais finalement, je pense que c'est quelque chose qui était assez répandu chez d'autres et que les autres, eux, échappent plutôt à la sentence. C'est là où ça prête le flanc à ces débats récurrents et qui sont malsains, en fait, très très malsains, avec la présence ou non du syndicat de la magistrature parmi les magistrats, etc. Moi, personnellement, j'ai formulé une hypothèse, une suggestion, c'est que je me demande si on ne devrait pas interdire aux juges de se syndiquer, comme les militaires. Puisque finalement, ils revendiquent d'avoir un pouvoir très important. Un devoir de réserve. C'est un devoir de réserve, ils devraient, je pense, parce qu'à partir du moment où ils sont syndiqués, et dans un syndicat qui est connu pour des prises de position très politiques, ça donne effectivement... Mur des cons. Voilà, ça donne quelque chose qui est très malsain. Voilà ce que je pense. Ok, bon voilà, on va s'arrêter là, bien évidemment, parce qu'on va pas non plus tout regarder. Je vais vous en laisser pour vous, chers amis, si vous voulez regarder l'émission entière, elle est disponible. Donc dans cette histoire-là, finalement, tout ça est très intéressant. On a déjà traité globalement de ces thématiques-là, mais c'est toujours intéressant de revoir effectivement l'avis d'Asselineau. L'autre fois, pareil, il avait fait une FAQ où il était assez remonté face à Marine, notamment même aussi face à Philippot. C'est vrai que moi j'ai vu les commentaires, c'est très partagé. Vous m'avez dit quand même qu'Asselineau c'est quelqu'un d'intéressant pour beaucoup, mais effectivement il y a peut-être une sorte de rancune, peut-être un petit peu qui relève du pathos, de l'émotionnel, de l'émotion. Donc à voir. Après moi j'ai quand même confiance en lui. Je pense que
C'est pas quelqu'un de... Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'Assino, il fait encore de la politique politicienne, mais avec un fond d'investigation. Notamment cet extrait, vous vous souvenez, à TF1, là, où il révèle, il sort tous ses petits dossiers quand il était invité à TF1 à l'époque. Il sort tous ses petits dossiers. Enfin, c'est marrant, c'est comme quelqu'un qui fouine, c'est un petit peu ce qui manque aujourd'hui. Et surtout, Asselineau, disons qu'il a les coronesses de sortir les dossiers, contrairement à Marine Le Pen, qui effectivement, pendant le débat du second tour, on l'attendait. Parler des scandales Macron, notamment les cabinets Kinsey, Alstom et tout le patatras. Et finalement, elle s'est couchée. Et justement, c'est Macron qui l'a eu en invoquant les fameux. Euh, vous savez, quand elle avait demandé aux banques russes des prêts, justement, bah Macron lui a sorti les prêts russes. Donc forcément, c'était en plein conflit Ukraine-Russie. Ça l'a plombé, évidemment. Et c'est ça qui est dommage, c'est que Marine Le Pen, moi j'avais vu un tweet un jour, je suis assez d'accord là-dessus, c'est Marine Le Pen, plus elle parle, plus elle perd en électorat. Et c'est vrai, hein. Malheureusement, elle gagne en électorat quand elle se tait. Donc, bon. En tout cas, c'est assez intéressant, mais c'est alarmant. C'est alarmant parce que là, effectivement, 2027, ça va s'avérer très, très, très intéressant. Parce que si Marine n'est pas éligible, c'est potentiellement Bardella qui va prendre sa place. En face, Macron ne peut pas se représenter, donc on aura Attal, Philippe. Certainement, ça va être très très intéressant. Pareil, Mélenchon de l'autre côté. On va suivre tout ça bien évidemment. Bon, c'est pas tout de suite, mais c'est bientôt quand même. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Mettez un like, abonnez-vous, blablabla. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et à mort sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.